Ben, merci. Ah oui, oui, ça record. Parfait. Merci beaucoup, Michael et Noémie et toute l'APMAC, en fait, pour l'invitation. Comme tu disais bien, l'APMAC et le Conseil des métiers d'art, c'est une alliance naturelle depuis de nombreuses années, là, bien avant moi, je pense, qu'on est très proche avec les organismes nationaux pour faire valoir l'importance du patrimoine bâti, des techniques anciennes, de la préservation de nos bâtiments anciens au niveau du gouvernement, mais au niveau des municipalités aussi et des propriétaires. Donc, c'est tout un écosystème, le patrimoine, comme vous le savez bien, si vous êtes propriétaire, vous avez bien connu un peu les maillages que ça demande pour faire des travaux sur vos maisons. Donc, on est là vraiment pour vous soutenir. Et donc, je vais vous partager mon écran pour que ce soit plus fluide de votre côté. Vous allez voir un peu la présentation que je vous ai préparée aujourd'hui. C'est une présentation sur ce que fait le Conseil des métiers d'art en général, puis vraiment, on se gardera un moment après pour discuter plus en détail de vos enjeux, de vos questionnements sur les artisans. Ça va me faire plaisir d'échanger, même que c'est encore plus facile pour moi dans le fil d'action de la discussion de pouvoir réagir. Là, ça va me faire vraiment plaisir. Donc, le plan de match que je nous ai préparé aujourd'hui, c'est celui-ci. Donc, un petit résumé de ce que sont les métiers du patrimoine au Québec. Ensuite, qu'est-ce que le Conseil des métiers d'art, la reconnaissance professionnelle aussi, comment est-ce que c'est quoi la différence entre un artisan ou notre beau-frère qui travaille le bois dans son garage avec une scie ronde et un artisan professionnel, par exemple, sans dénigrer votre beau-frère, évidemment. Valoriser les savoir-faire, comment est-ce qu'on, nous, au conseil, on fait différentes actions, puis différents outils qu'on peut mettre à votre disposition aussi pour vous aider dans vos travaux. Puis parler un peu de formation, parce qu'évidemment, le conseil, c'est oui, un bottin d'artisans, mais on fait aussi toutes sortes d'initiatives pour former la relève en métier d'art qui est quand même on a besoin, en fait, de former ces gens-là. Vous savez, comme moi, qu'on a de moins en moins d'artisans sur nos territoires, puis c'est important de pouvoir renouveler ça. Je tiens quand même à préciser que je ne suis pas moi-même artisan. Donc, si vous avez des questions très techniques qui ont plus attrait au métier, je vais pouvoir répondre au meilleur de mes capacités, mais sinon, vous pourrez toujours me les écrire. Je pourrai quand même faire les recherches puis vous revenir. Donc, moi, j'ai vraiment mon background est plus en ethnologie. J'ai fait une maîtrise à l'Université Laval en ethnologie et patrimoine. Cette science, peut-être que ça vous dit, ça vous dit quelque chose. Certains d'entre vous connaissez ça. C'est vraiment l'étude des savoir-faire, des traditions, de la culture populaire aussi, des communautés. Donc, moi, j'ai vraiment fait une maîtrise sur ce sujet-là, sur les techniques traditionnelles, sur le patrimoine immatériel qu'on appelle. Puis ensuite, j'ai bifurqué plus du côté de la gestion d'organisation d'organismes. Puis j'ai travaillé 3 ans aux Forges de Montréal. Peut-être certains d'entre vous connaissez les Forges de Montréal, mais c'est une école de forge traditionnelle à Montréal. Donc, c'était mes premiers artisans avec qui j'ai travaillé à mettre en valeur et à faire connaître, c'était des forgerons qui sont également en déclin quand même là, sur notre territoire. Donc, j'ai adoré travailler avec eux. Puis ensuite, je m'en suis revenue au Conseil des métiers d'art pour travailler avec tous les autres métiers. Donc, ce qui m'a vraiment fourni un plus grand éventail, en fait, d'artisans, de techniques et de matières, là. Donc, voilà. Donc, je m'en vais dans mon plan de match. Premier sujet au niveau des métiers du patrimoine au Québec. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes des passionnés, donc j'imagine que vous avez déjà tous su ces choses-là. Mais dès l'arrivée là, des premiers colons, évidemment, les premiers bateaux, il y avait des artisans venus de France qui étaient avec eux, dont les forgerons, qui étaient quand même très importants pour justement pouvoir faire des outils, pouvoir aider les autres corps de métier à construire, évidemment, les premières constructions qui étaient pour se protéger, pour s'abriter aussi du froid. Donc, les forts, par exemple, vont être très importants. Euh, et les tailleurs de pierre vont également être très sollicités, les maçons à ce moment-là. Euh, on a construit évidemment avec les matériaux qu'on trouvait sur le territoire, soit le bois, et plus tard la pierre quand on a découvert aussi les carrières. Donc, on a rapidement pu creuser le sol et construire en pierre. Les moulins, évidemment, sont venus quand même assez rapidement pour pouvoir nourrir aussi la population, les bâtiments religieux, militaires, les habitations. Euh,
Les premières constructions, ça a été entre autres Notre-Dame de la Paix à Québec en 47. On pense aussi à tous ces beaux bâtiments comme le fort de Chambly, le fort Saint-Louis en 65, en 1665, la basilique Notre-Dame de Montréal, au début de la construction en 1672. Donc, c'est dans les plus vieux bâtiments là, qu'on peut retrouver sur le territoire. Donc, ça demandait quand même le travail de la pierre assez rapidement avec des tailleurs de pierre, des maçons euh, et donc des compagnons venus de France. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du compagnonnage. C'est cette structure, je dirais, de transmission des savoir-faire de génération en génération qui existe en France depuis des millénaires, qui est maintenant reconnue comme patrimoine immatériel de l'UNESCO, ce qui est quand même assez impressionnant comme patrimoine immatériel. C'est tout un ensemble de valeurs et de techniques qui sont transmises dans le compagnonnage. Ça ne s'est jamais implanté au Québec, malheureusement. C'est quelque chose qui a eu des tentatives, mais qui n'existe pas à toute fin pratique aujourd'hui. Il y a du compagnonnage quand même informel qui se fait, mais on n'a pas la structure institutionnelle, disons, sur notre territoire. Si j'avance un peu dans le temps, évidemment, l'industrialisation va avoir un impact significatif sur les artisans du Québec. Rapidement, la technologie va faire en sorte qu'on va créer des canaux, on va créer des chemins de fer, il va y avoir un échange de matériaux et beaucoup de découvertes aussi de nouveaux matériaux, l'acier, le béton. Tout ça, ça va avoir un impact assez phénoménal sur les artisans qui étaient habitués de travailler, de concevoir et de travailler avec la matière première de A à Z. Il va y avoir une structuration aussi du travail qui va être assez importante. Donc, l'artisan qui travaille chez lui, par exemple, le forgeron de village, va passer de son atelier à la campagne à son atelier à la ville et dans la ville à l'usine. Donc, on va avoir une division du travail. Donc, là, il y a tout pendant comme 300 ans, 200 ans, il va y avoir une transformation importante et rapide là, de la façon que les artisans vont travailler euh, pour, euh, pour continuer à construire aussi nos villes. C'est dans les années 80, 1880 à 1900 aussi qu'il va y avoir l'apogée des carrières aussi au Québec, comme la Pierre Grise de Montréal, carrière de Saint-Marc, par exemple, qui est encore active aujourd'hui. Mais c'est là qu'on va le plus aussi creuser ces carrières-là et les utiliser pour faire des bâtiments de plus en plus grands et de plus en plus hauts. Les structures de béton, les structures d'acier aussi vont quand même changer énormément tout ce qui est des métiers du métal à cette époque-là. Sur la photo ici, on voit la station de pompage Craig, qui est un bâtiment de 1887 à Montréal. C'est un bâtiment typique du début de l'ère industrielle qu'on a démantelé malheureusement, mais qui nous a appris beaucoup en la démantelant concernant par exemple la charpente. C'est une charpente mixte de techniques à la fois anglaises et françaises, ce qui était super intéressant quand on l'a démantelé. Euh, donc, on a toute une typologie aussi industrielle sur ce bâtiment-là. C'est vraiment c'est ça, une époque où est-ce que là, on transitionne vers d'autres techniques de construction et où est-ce qu'on va avoir une perte de savoir-faire quand même très importante aussi, malheureusement. Et plus récemment, donc depuis les années 70 au Québec, bien, évidemment, les professions se sont davantage structurées. On parle des ingénieurs et des architectes. Avant, il faut savoir que certains artisans étaient à la fois artisans et architectes des chantiers. C'était pas quelque chose qui était aussi divisé, on va dire. Donc là, on a vraiment une caractérisation des métiers qui s'opère. Il va y avoir aussi la création de syndicats de travailleurs et donc la création aussi de tout ce qui est de l'industrie de la construction aujourd'hui. Je vous fais ce portrait-là pour que vous voyez comment les artisans se situent dans l'écosystème d'aujourd'hui. Donc, on a quand même aussi les premières lois qui s'instaurent, comme la loi sur les biens culturels du Québec en 72. On commence à vouloir protéger notre patrimoine, euh, entre autres à travers des grandes démolitions et des pertes de patrimoine bâti, comme la démolition de la maison Van Horn, entre autres. Donc, au milieu de ce 20e siècle-là, on sait qu'il y a beaucoup de mouvements et on vise le progrès, on veut innover, on a de nouveaux matériaux, on veut démolir en fait le vieux et en faire du neuf. Et c'est là qu'il y a une mobilisation plus grande qui s'opère et euh, on voit que ben,
qu'il y a eu une disparition de transmission à ce moment-là. Et bon, en termes de métiers d'art, on va créer en 84 les premières écoles ateliers métiers d'art et aussi la loi sur le statut de l'artiste au Québec en 86 et la loi sur l'industrie de la construction en 87. Donc, tout ça à peu près dans les mêmes années. Euh, à l'époque de la création des écoles ateliers, cependant, il y a un choix qui est fait sur qu'est-ce qu'on va enseigner comme métier d'art. Et certains métiers ne sont pas valorisés dans les choix à ce moment-là. Je pense à la charpenterie traditionnelle, je pense à le vitrail monumental, la taille de pierre, euh, la forge. Donc, ces métiers-là, la forge architecturale, donc, ces métiers-là ne font pas partie, en fait, du plan de formation national des métiers d'art qui est mis en place à partir des années 80. Et je dis ça parce qu'il va avoir évidemment un impact quand même important aujourd'hui en termes de formation. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de formation de base pour ces métiers-là au Québec. Donc, c'est quand même assez important comme impact. Euh, donc, l'écosystème dans lequel évolue l'artisan professionnel aujourd'hui, ben, c'est celui-ci. Donc, on a à la fois le milieu du patrimoine et des arts avec les lois sur le patrimoine, avec les lois sur le statut de l'artiste. On a l'industrie de la construction, qui à toute fin pratique va travailler de plus en plus aujourd'hui sur le patrimoine immobilier. Donc, lui évolue dans sa charte aussi avec sa loi R20, euh, avec tout ce que la CCQ va exiger, par exemple. Et ensuite, on a notre artisan professionnel qui va souvent être une entreprise individuelle euh, qui va faire, euh, qui va faire des chantiers privés, des chantiers publics, des sous-contrats, qui va être gardien du patrimoine immatériel. Donc, dans cette vague là, d'adoption des années 80, le Conseil des métiers d'art a été créé en 89. C'est aujourd'hui le seul organisme reconnu selon la loi du statut professionnel de l'artiste pour représenter les artisans des métiers d'art du Québec. Et donc, quand le Conseil des métiers d'art a été mis en place, il y a eu, en fait, c'était une fusion de plusieurs organismes parce qu'il y avait déjà des associations sur le territoire, dont l'Association des artisans du patrimoine bâti. Je pense que ça s'appelait le patrimoine, les artisans traditionnels pour la construction. Il y avait, peut-être ça m'échappe, peut-être vous le savez, vous me direz tantôt. Euh, en fait, il y avait plusieurs associations d'artisans un peu partout, puis ils se sont rassemblés là, au Conseil des métiers d'art. Donc, notre mission, c'est de représenter, de soutenir le développement professionnel et de favoriser la diffusion, commercialisation de ce que nos artisans vont produire. Donc, on collabore avec tout l'écosystème du patrimoine au Québec et au Canada. Et même si je disais qu'il y a une association des artisans du bâtiment qui était existante et qui a fusionné avec le conseil, ça a pris vraiment du temps quand même avant qu'il se soit reconnu selon la loi. Ça a été en 2011 seulement avec mon ancienne collègue France Girard, où est-ce qu'il y a eu au Conseil des métiers d'art l'intégration des artisans en architecture et patrimoine. Parce que beaucoup d'artisans se sentaient obligés d'aller soit à la Commission de la construction du Québec, donc avoir leur carte de compétences, mais ils ne se reconnaissaient pas dans ce milieu-là. Ils avaient envie d'être représentés par un autre type d'organisation, donc ils sont venus au conseil pour demander ça. Donc on a demandé de reconnaître ces artisans-là, d'élaborer le fonctionnement de perfectionnement, parce que, comme je le disais, il n'y avait pas de formation ou très peu sur ces métiers-là, donc l'enrichissement de la formation continue, puis éventuellement des formations reconnues, comme je vous en parlerai un peu plus tard. Faire de la recherche, faire l'étude sur le domaine, créer la première formation diplômante en 2021, puis faire des projets de mise en valeur aussi de ces artisans-là. C'est un jalon assez important parce qu'aujourd'hui, ben, ça reste, on est euh, la seule organisation qui peut les reconnaître. Et ça permet de développer un plan d'action pour les métiers du patrimoine au Québec. Et à ce moment-là, ben, il y avait une personne qui est embauchée au conseil pour faire ce travail-là, pour toute la province quand même. Donc, tout à l'heure, M. Varin, on en a un petit peu abordé, mais aujourd'hui, c'est plus de 1000 membres qu'on a à travers la province qui font tous les métiers, mais on a environ 100, ça aussi entre 130 et 150 membres en architecture patrimoine pour toute la province. Comme je disais, c'est très
peu quand même. On sait qu'il y a plus d'artisans sur le territoire, mais qui ne sont pas nécessairement reconnus. Donc, ça regroupe le vitrail, la charpente, couvreurs, ferblanterie traditionnelle, des ébénistes menuisiers, des ferronniers d'art, des forgerons d'art, des maçons traditionnels, des peintres en art décoratif, des plâtriers aussi traditionnels ornementistes. Je vous dis tout de suite, il y en a trois sur notre répertoire si vous en voulez. C'est les trois qu'on a reconnus chez nous. Des sculpteurs aussi, des sculptrices. Désolée, c'est pas féminisé, mais il y a beaucoup de femmes à travers ça aussi. Et des tailleurs de pierre, qui sont encore une fois les tailleurs de pierre très peu sur le territoire et la majorité viennent de la France, je dirais. Ils sont venus s'installer ici et continuent de faire valoir leur métier. Donc, comme vous pouvez voir, il y a quand même un manque de main-d'œuvre quand même assez criant partout dans nos régions. Ça, c'est pour vous faire un aperçu où sont localisés nos membres. Euh, Puis je peux vous dire, donc après Rimouski, il n'y a plus de membres. Donc, c'est assez criant. Par exemple, en Gaspésie, moi, je n'ai pas, j'ai pas d'artisan reconnu en Gaspésie là, dans mon répertoire actuellement. Cela dit, on s'en va à Gaspé et à Grande-Rivière faire de la formation sur l'entretien des fenêtres là, bientôt à l'automne pour pouvoir essayer de combler ce besoin-là parce qu'on sait qu'il y a des gens là-bas, des propriétaires, entre autres, qui ont besoin d'appui et de ressources. Donc, la façon qu'on reconnaît nos membres rapidement, ben, c'est selon les critères de la loi, là. Donc, il y a 4 critères pour pouvoir devenir membre professionnel, donc artisan professionnel. Et ça, je vous en parle parce que si vous connaissez des artisans qui ne sont pas membres, vous pouvez leur dire, hey, c'est quand même pas si difficile de devenir membre et reconnu chez nous. Les 4 critères sont de se dire artisan, ce qui est quand même souvent déjà acquis. C'est de travailler à son compte. Donc, on ne peut pas reconnaître, nous, les gens qui vont être des employés d'une autre personne. Il faut que son travail soit public, donc que ce soit pas juste comme du travail fait en privé comme un hobby. Il faut que ça soit vraiment fait à l'extérieur de sa maison pour des clients ou dans une galerie ou d'autres manières d'être vu publiquement, ce qui est quand même assez automatique quand on travaille en patrimoine, vu que c'est souvent à l'extérieur aussi. Puis être reconnu par ses pairs, et ça, nous, on constitue à chaque mois des jurys de pairs, donc de d'autres membres artisans, pour évaluer les dossiers des candidats qui vont déposer pour s'assurer de la conformité des techniques qui sont utilisées selon nos normes et standards là, au niveau de la production. Donc, par exemple, j'ai un ébéniste qui dit, ah, moi, je fais de la porte et fenêtre traditionnelle, je veux devenir membre. Il envoie son dossier qui décrit qui il est, comment il travaille, c'est quoi ses techniques. Euh, il envoie des photos de ses productions. Puis ensuite, ils sont évalués par un comité formé avec d'autres membres euh, de métiers euh, significatifs, là. Des métiers similaires. C'est sûr que les avantages de devenir membre, ben, il y en a quand même plusieurs. C'est sûr qu'on a un gage de qualité au niveau de la production. Euh, donc, c'est une des raisons pourquoi je pense que c'est important de se faire reconnaître si on, si on le désire. Et pourquoi en choisir un artisan reconnu? Mais c'est sûr que comparé à d'autres personnes, peut-être leurs pratiques, nous, on considère qu'elles sont plus durables et plus éco-responsables. Souvent, vont être aussi locales. Si c'est possible, on peut faire travailler des gens au niveau de notre municipalité, c'est tant mieux. C'est sûr que leur savoir-faire découle aussi de toute une tradition, puis ça s'adapte quand même aux besoins contemporains. Donc, c'est intéressant. On est quand même en présence de personnes qui peuvent vraiment s'adapter à notre besoin. Donc, on n'est pas comme en quincaillerie régulière où on va chercher une moulure, puis on essaie de la faire fitter sur notre mur. On va plutôt avoir quelque chose fait sur mesure selon nos besoins, selon notre maison. C'est quand même euh, plus avantageux. Les artisans vont être les maîtres du recyclage, de la récupération des matériaux, travailler avec des brocantes, par exemple, travailler avec des matériaux qui vont avoir été retirés d'anciennes maisons, mais qui vont pouvoir être utilisés et adaptés. On va avoir une relation humaine avec ces gens-là. C'est des gens qui travaillent souvent un à un. C'est pas des grosses business, comme on peut le dire, comme des grands entrepreneurs de ce monde. Euh, on va aussi travailler sur mesure, comme je disais. Puis au final, on va pérenniser notre patrimoine. Et ça a un impact sur aussi toute l'identité de notre municipalité, notre, euh, notre patrimoine collectif. Et aussi, ben, c'est important, oh, pardon, j'avais quelques exemples de projets, mais ça, c'est plus en lien avec des institutions qu'avec des propriétaires. Mais bon, on a ici une de nos membres, Isabelle, qui fait des faux finis dans les églises, entre autres. Mais c'est un super beau projet qui a été fait, qui a gagné le prix, justement, Maestria.
il y a quelques années. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est des faux finis, des imitations de bois. C'est vraiment très, très beau. Daniel Goudreau aussi, qui a gagné le prix Maestria il y a quelques années pour des reproductions de portes à l'identique, mais une restauration plutôt, je dirais, de portes et fenêtres. Donc, tout à l'heure, je parlais que j'ai étudié le patrimoine immatériel. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion-là, mais c'est toujours bon de le rappeler que qu'est-ce que c'est le patrimoine immatériel? C'est sûr que c'est un ensemble de pratiques culturelles transmises de génération en génération. Ça peut être comme, par exemple, le temps des sucres, comme ça peut être la fabrication artisanale d'accordéons, là, ce qui est entre autres reconnu au niveau de la province comme étant un élément de notre patrimoine immatériel. C'est des traditions qui vont se manifester, s'observer et se produire et qui se vivent encore aujourd'hui. Et donc, ils sont sans cesse en train de s'adapter avec le temps et avec leur environnement et sont recréés en permanence. Donc, c'est aussi considéré comme le patrimoine vivant. Et valoriser ces savoir-faire-là, c'est pas comme valoriser un bâtiment nécessairement. On peut pas les encapsuler, les laisser dans une vitrine de musée. Donc, c'est beaucoup plus difficile, je pense, de pouvoir saisir comment on peut les sauvegarder. C'est sûr que nous, notre rôle, c'est de la clé de sauvetage, en fait, de sauvegarde de ce type de patrimoine-là, c'est vraiment la question de la transmission. Donc, veiller à ce que notre patrimoine immatériel soit transmis de génération en génération pour que ça puisse évoluer et aussi qu'on puisse continuer à entretenir notre patrimoine bâti. Et cette transmission-là, ben, elle doit se faire dans des lieux spécifiques et avec les gens qui ont encore la connaissance. Donc, il faut protéger ces gens-là qui ont cette connaissance-là et les accompagner dans la transmission de leur connaissance. Donc, comment on peut les sauvegarder? Ben, les promouvoir, c'est sûr, et les valoriser par différents projets, sensibiliser les communautés, ce que je fais aujourd'hui, entre autres, à l'importance de à son importance. Inventorier les pratiques pour mieux les connaître, ça, c'est un must, comme on dit. C'est important de pouvoir savoir qu'est-ce qu'on a sur notre territoire. Puis je pense que le bottin de ressources de l'APMAC va pouvoir nous faire un peu office là, d'inventaire, puis nous permettre de dire, OK, dans mon territoire, j'ai tel type de pratique, tel type d'artisan, ce qui est quand même euh, déjà un premier pas vers la sauvegarde, à mon avis. Préserver des lieux où on peut les transmettre. C'est aussi important d'avoir des espaces de transmission, par exemple, avoir des ateliers d'artisans. Nous, on travaille beaucoup sur la question des ateliers abordables aussi. Par exemple, dans les métropoles, c'est assez criant. On a deux écoles métiers d'art, trois écoles métiers d'art, entre autres, sur le territoire de Montréal, qui sont en marge de devoir quitter leurs locaux. Donc, ça, on parle de relocaliser des écoles, d'avoir l'équipement pour enseigner les techniques. C'est quand même souvent des équipements très spécialisés. Par exemple, on travaille avec un ferblantier qui veut former des gens, mais déjà trouver la machinerie pour avoir une école de ferblanterie, il y en a pas des tonnes, les machines pour ça. C'est pas quelque chose que tu achètes là, au Rona, encore une fois, là. Dans la mouvance de faire connaître, de valoriser ben, on fait différents projets au conseil, dont un que je vous partage aujourd'hui, sur lequel j'ai travaillé quelques années, la question des intérieurs patrimoniaux. C'est un enjeu parce que les intérieurs patrimoniaux, c'est les espaces les moins protégés selon la loi. Il y a très, très peu de protection possible. Évidemment, c'est souvent privé. Et aussi, c'est souvent contaminé. Si on utilise les anciennes, vous savez comme moi, il y a le plomb, l'amiante, ça a été souvent utilisé dans nos bâtis. Et donc, les réflexes actuels, quand on veut revaloriser un espace ou réhabiliter un espace, va souvent être de retirer ces éléments-là et donc retirer une partie de l'essence de nos intérieurs patrimoniaux. Donc, on a développé un projet pour sensibiliser vraiment la population à la question des intérieurs. Donc, on a une base de données et un répertoire de projets euh, qui est associé à ça avec 12 intérieurs, avec les différentes interventions des artisans dans ces intérieurs-là, pour documenter les témoignages aussi de ces artisans-là, puis faire éventuellement un glossaire qui est en production. Je pourrais envoyer ça à la PMAC dès que c'est terminé. Mais ça, c'est un aperçu un peu de la base de données, de qu'est-ce que ça peut avoir l'air. Actuellement, on a 12 projets, comme je dis, sur notre site, qui permet de comme voir les fiches de chaque projet, puis de rentrer plus spécifiquement dans les interventions aussi, par exemple sur la mosaïque, sur le vitrail, sur les décors peints, qu'est-ce qui a été fait. Ça, c'est des exemples d'intérieurs qu'on a répertoriés, différentes époques, différentes grandeurs aussi, différents matériaux, différentes volumétries, pour essayer d'avoir un petit peu un portrait.
de différents types d'intérieurs. Là, on a ici quand même des intérieurs très industriels. En haut à droite, on a un intérieur plus beaux-arts en haut à gauche, des plafonds, des caissons de plafond de cour d'appel qui sont magnifiques, qui ont été refaits par un artisan de Marie-France Cache avec des feuilles d'or, des feuilles d'argent, des feuilles de toutes sortes de métaux. C'est très, très, très beau. Dans le milieu, on a des caissons, toute une maison. C'est la maison Urtubise à Montréal, qui est une maison ancienne, une ferme, une ancienne maison de ferme la plus vieille de Montréal, je pense, qui a été restaurée, dont les caissons sont encore là et d'origine. Très beau aussi. En bas, vous avez l'intérieur du musée Ramsey, si je me rappelle bien, à Montréal, avec l'intérieur très beaux-arts, avec les planchers en chevron. C'est magnifique. Mais c'est très figé dans le temps, là. C'est un musée, vous comprendrez. Il y a en bas à gauche, on a un intérieur art déco d'une église, l'église Rosemont à Montréal, avec toute la symétrie de l'art déco. Très, très beau. Et en bas à droite, c'est un hôtel Beaux-Arts aussi, l'hôtel Burks dans le Vieux-Montréal. Donc, ça, c'est encore une fois tous des intérieurs différents qu'on a documentés pour documenter aussi les techniques des artisans dans ces intérieurs-là. La serre, Westmount, on a en haut à droite on a la cour d'appel, en haut à gauche, le Café Crew. Les plafonds de ce café sont absolument merveilleux. Là, vous avez une image agrandie là, au milieu qui montre le détail de plâtre. C'est vraiment très, très beau. Autrement, au niveau de ce qu'on fait pour valoriser, on a des web-séries. On a fait 9 capsules sur les métiers, que je vais vous en présenter quelques-unes après ma présentation, si vous voulez. Donc, on a fait des capsules sur les métiers pour faire connaître les métiers et 12 capsules sur des expertises, donc des chantiers spécifiques de restauration. Donc, ça aussi, on se rend compte que ça permet de sensibiliser mieux ben, la population à c'est quoi les métiers, les savoir-faire et l'importance de ceux-ci là, pour la sauvegarde du patrimoine. On se promène à travers le Québec, au Salon des métiers d'art à Plein Art Québec. Je fais toutes sortes de salons. Dans 2 semaines, je vais être à Québec, à Expo Habitat, pour présenter ben, le Conseil des métiers d'art, les répertoires et les artisans dans un kiosque avec différentes pièces, là. Donc, on essaie de se faire voir un peu partout, un peu comme la PMAC dans les cliniques d'architecture aussi. On se voit souvent à ces événements-là. Les rendez-vous Maestria, auxquels je vous invite, d'ailleurs, ce sera le 10 avril prochain. C'est à chaque année. C'est un rendez-vous qui porte sur les enjeux des savoir-faire là, et des artisans dans l'architecture et patrimoine. Donc, cette année, on va parler plus d'artisans du renouveau, les savoir-faire comme levier de revitalisation euh, des quartiers, des villes. Donc, c'est assez général, mais ça nous permet de voir différents ateliers aussi dans l'après-midi, des ateliers plus pratiques. Donc, l'APMAC est partenaire de cœur, évidemment, de notre événement. On a parlé tout à l'heure de répertoire. Donc, on a un répertoire, comme vous voyez là un peu l'écran, mais accessible en ligne. Dès que vous allez dans la section répertoire, il y a un petit onglet architecture et patrimoine à cocher, donc lequel vous pouvez cocher pour s'assurer que vous trouvez les artisans en architecture et patrimoine. Vous pouvez chercher selon les régions, les matières, les types de métiers et même le nom des artisans si jamais vous avez besoin. On a également un site qui s'appelle matière.ca qui est un peu, qui permet de faire des recherches aussi pour trouver un artisan selon des mots-clés. Par exemple, j'avais tapé balcon et il m'est sorti plusieurs artisans qui, eux, ont documenté le fait qu'ils faisaient des balcons spécifiquement. Donc, ça peut vous être utile. Ça s'appelle matière.ca. C'est un peu comme un répertoire, mais un peu autrement avec différents types de mots-clés. Vous pouvez faire des recherches sur tous les types de métiers d'art. Des fois, on publie aussi différents blogs sur cette plateforme-là, par exemple sur la ferblanterie ou sur la charpenterie. On a aussi une section circuit, métiers d'art. Je passe rapidement, là, c'est juste pour vous informer que ça existe. Notre web série se trouve sur cette plateforme-là aussi. Au niveau de la formation, euh, je vous disais tantôt, peut-être vous étiez arrivé, peut-être que non, mais on a développé la première formation au Québec diplômante pour les métiers du patrimoine bâti, qui est une attestation d'études collégiales
Et M. Varin, François Varin est là d'ailleurs, c'est un de nos formateurs. C'est un programme assez unique qui a été développé de sorte que il y a plein d'intervenants en fait qui travaillent à former ces gens-là. Il va avoir évidemment un architecte puis qui va travailler à faire le cours qui porte sur la caractérisation du patrimoine bâti, mais il va y avoir aussi des restaurateurs du Centre de conservation du Québec qui vont venir parler davantage de toutes les normes de conservation, les chartes internationales, l'approche en conservation-restauration. Il va y avoir aussi d'autres artisans de d'autres métiers qui vont venir vraiment s'intégrer dans la formation. On a du dessin technique qui est là. Donc, on a vraiment plein d'intervenants, ce qui est vraiment super diversifié et enrichissant pour les étudiants. L'objectif étant de former des artisans professionnels qui vont travailler dans leur métier plus tard. On a 9 spécialisations. Là, pour l'instant, on a donné taille de pierre, on a donné charpenterie traditionnelle, ébénisterie, menuiserie. Euh, on a développé plâtre et ferblanterie. Malheureusement, on n'a pas pu encore les donner. Et on est en train de développer décor peint, éventuellement vitrail aussi, qui est prévu. Donc, on voit là une photo avec nos étudiants en charpente, justement. On travaille avec Ce qui est particulier de cette formation-là, c'est qu'on travaille aussi avec des donneurs d'ouvrages un peu partout. Et peut-être la MAC pourrait être un partenaire associé à ça parce qu'on travaille avec des vraies pièces qui nous sont confiées. Par exemple, l'ancien hôpital Royal Victoria nous a confié des blocs de pierre à reproduire pour son enceinte. Extérieure. La station de pompage Craig que je parlais tout à l'heure, on a eu la chance d'aller de voir et de recevoir les pièces de la charpente et de restaurer des portions de cette charpente-là avec les étudiants. Donc, c'est un partenariat qu'on a fait avec la Ville de Montréal. Par Canada, on a réussi, proche de Compton, à aller créer une gloriette en charpente traditionnelle avec les étudiants sur leur site. L'Église de Deschambault, en partenariat avec Marie-Josée Deschaines, architecte, on a pu restaurer les contre-fenêtres avec nos étudiants. Héritage canadien du Québec, on a travaillé avec la Maison Urtubise aussi. Donc, c'est vraiment intéressant comme mode aussi parce que ça permet que les étudiants qui travaillent avec nous dans la formation, ben, ils peuvent apprendre en faisant des vrais projets et après voir leurs projets se remettre en place, comme par exemple dans une église. Ici, on a les jambages de justement Royal Victoria aussi. Donc, on a reproduit complètement les jambages qui étaient dégradés. C'est les fameuses sphères. Je pense que vous, comme propriétaire de maison ancienne, peut-être la taille de pierre est moins dans dans votre demande, mais quand même, on en a besoin beaucoup parce qu'on a construit quand même beaucoup de bâtiments institutionnels en pierre grise et en pierre et en calcaire, en grès rouge et tout ça. C'est ici, vous voyez les étudiants travailler en charpente sur la charpente de la station Craig avec des techniques traditionnelles d'assemblage, des traits de Jupiter, des assemblages pour réparer aussi certaines portions. Et aussi, on a développé la formation pour les professionnels, les architectes avec lesquels on travaille, les artisans travaillent souvent pour mieux faire le pont entre les connaissances des artisans et les professionnels qui font les devis et les appels d'offres aussi. Parce que c'est un enjeu assez important dans notre milieu que souvent on va avoir des devis pour des projets patrimoniaux qui ne sont pas tout à fait, qui contiennent pas tout à fait les bonnes informations au niveau des techniques traditionnelles d'assemblage ou au niveau de la sélection des matériaux ou des finitions traditionnelles, des choses comme ça. Donc, on a développé une formation qui est dédiée plus aux professionnels pour dire, ben, voici nos artisans, comment eux travaillent, puis comment on peut faire le pont, puis comment on peut réseauter ensemble aussi pour faire en sorte que quand on arrive devant un projet patrimonial, ben, toutes les bonnes personnes sont réunies et parlent un langage commun. Ça, c'est très important pour nous aussi. Je serais rendue à vous montrer quelques capsules si ça vous intéresse. Comme j'ai tous les métiers, mais je pourrais faire une petite sélection sur les métiers spécifiques qui ont plus de lien avec les maisons, en fait, anciennes. Est-ce que
Est-ce que, Michael, ça te tente? Ça me va tout à fait. Vas-y, Puis on après, peut on débuter. pourra ouvrir la discussion. J'ai sélectionné, en fait, ben, vous me direz si ça tente. J'ai sélectionné le vidéo, c'est des 3 minutes, là, c'est assez court, mais ça montre vraiment bien le travail après m'avoir entendu parler pendant une demi-heure. Je pense que c'est vraiment une bonne manière de comme, vous montrer ce que font les artisans. Donc, j'ai sélectionné les moulures de plâtre parce que je sais qu'il y a beaucoup d'intérieurs de maisons ont des moulures, des plâtres. J'ai la ferblanterie aussi que je trouve pertinente. C'est intéressant. J'aurais les enduits naturels et la menuiserie. Je ne sais pas au niveau des enduits si beaucoup de gens entre vous ont des maisons qui ont des murs enduits de chaux, par exemple. Mais c'est une belle capsule aussi qui parle de ce métier-là. Donc, je vais repartager tout ça pour vous montrer. Puis après, on ira en discussion. Je vais juste repartager parce qu'il faut que je sélectionne le son. Partager le son. Et voilà. Je m'appelle Daniel Jean Primo, je suis artisan plâtrier d'ornement et spécialisé en restauration patrimoniale. Ici, c'est un projet de modernisation d'une résidence. Les architectes ont tenu à conserver le cachet traditionnel tout en faisant une partie ultramoderne. Alors, moi, j'ai été appelé à refaire les moulures à partir d'un vestige. Quand c'est le temps de refaire, comme ici, par exemple, une maison qui est de 1910, bien, ça n'existe pas sur le marché. Il faut que je refasse de la même manière que c'était fait à l'époque, au traîneau. Ici, l'ensemble des moulures que je refais, c'est des corniches. La première étape, c'est de prendre le profil de la moulure. J'en crée un calibre qui est monté sur un traîneau. J'applique une boue, un mélange de plâtre et de pâte. Et en passant le calibre, j'enlève le surplus et on voit apparaître la moulure. Faire les grandes longueurs, c'est de la technique. Les coins, les angles, c'est de l'art. Pour rendre ces jonctions-là complètement invisibles, c'est fait en atelier. Ça, c'est la tradition française qu'on appelle le staff. Et après ça, ils sont coupés en onglets, des bonnes grandeurs, puis ils sont collés sur place. Très souvent, les maisons ne sont pas droites. Donc, j'ai créé un outillage qui me permet de m'ajuster à chacun des murs pour donner vraiment le beau résultat au bon niveau partout. Il arrive aussi qu'il y ait des frises ou des éléments qui sont appliqués à l'intérieur. Ça, ces éléments sont créés en atelier. Je recrée les moules, puis ça me permet d'en faire des reproductions. Moi, c'est en silicone aujourd'hui. À l'époque, c'était de la gélatine. C'est de la peau de cochon bouillie qu'ils prenaient pour faire cette gélatine-là. J'ai une connaissance de l'évolution des styles et je propose des profils de corniches qui vont s'harmoniser avec l'époque de la maison. Moi, je l'ai appris auprès d'un vieux plâtrier qui était très content de me montrer son métier. Et à mon tour, le Conseil des métiers d'art me demande de l'enseigner parce que ces intérieurs-là sont patrimoniaux. C'est une valeur qu'il faut conserver. Ne serait-ce que par respect pour tous ces artisans qui ont mis tout leur cœur, tout leur métier pour faire des intérieurs qui sont spectaculaires, les restaurer, les remettre dans leur splendeur d'antan, ça augmente la valeur des immeubles. Je m'appelle Vincent Mador et je suis menuisier d'art. Je fais de la menuiserie architecturale beaucoup. Je suis beaucoup dans la reproduction-restauration. Ma force, c'est la reproduction. Tout ce qui est les ouvertures, portes, fenêtres traditionnelles, je vais faire ça. Tout ce qui est décoration extérieure, des balustrades, des colonnes, dentelles et tout,
Donc, je vais reproduire autant du tournage que du moulurage. Je vais tailler mes couteaux moi-même pour reproduire les moulures. Si on a besoin de pièces plus grosses, il va falloir laminer, coller des pièces de bois pour faire des pièces plus grosses ou plus larges. Je vais avoir des contracteurs, des généraux qui vont faire appel à moi pour un contrat de restauration d'un bâtiment. Les architectes aussi vont me référer souvent où je vais travailler de pair avec des architectes. On a l'impression qu'on fait partie de l'histoire. Moi, je vois ça aussi comme un honneur de travailler sur ces pièces-là, des très vieilles pièces qu'on va restaurer ou reproduire, de voir le travail qui a été fait il y a très, très longtemps, d'avoir l'honneur de toucher à ça puis d'y redonner une seconde vie. Avec 25 ans de métier, même si j'ai jamais fait, je sais par quel chemin passer pour y arriver par contre. Puis il reste que mon nom s'est fait beaucoup sur ce côté-là aussi. Je suis pas historien, mais pour ce que je fais, sur quoi je travaille, oui, je suis capable de dater et de donner un peu les styles, là. Depuis que je fais partie du regroupement des artisans au CMAQ, j'ai suivi des formations sporadiques qui se donnent. J'ai été chercher beaucoup d'informations là. Le Conseil des métiers d'art est en train de mettre sur pied une attestation pour former des gens de métier qui ont déjà des bonnes connaissances, une très bonne base pour devenir artisans. La demande, elle est là. Des petites ébénisteries comme ici, comme j'ai, il y en a vraiment plus beaucoup. C'est très, très important de passer le savoir parce que c'est des métiers qui se perdent. Si on veut conserver notre patrimoine, il faut être capable de l'entretenir. Et ça doit être fait. C'est criant de le faire. Faire affaire avec un artisan d'expérience, c'est un plus-value, puis c'est un produit qui va perdurer dans le temps. Oui, sur le coup, c'est un investissement qui va être plus important, mais en bout de ligne, on est regagnant. J'ai envie de faire une petite dernière pour la route. Ferblanterie ou enduit à la chaux? Avez-vous une préférence? Je dirais, rendu à la chaux, peut-être que ça s'appliquerait un peu Ouais? plus à nos membres. Ouais. Excellent. C'est parti. Après la petite Et j'aimerais bien publicité. faire blanchir moi aussi. OK, ben, on a le temps. On pourrait peut-être faire les deux. Je m'appelle Edita Rano et je suis peintre en art décoratif. Je m'appelle Carole Illy. Je suis peintre décorateur, artisan et je suis spécialisée dans la chaux. On est dans la maison Berthollet et puis si on fait très rapidement un petit historique, il y a eu la première maison en 1672 qui était vraiment en bois. Après, ça passait à travers différentes mains pour terminer dans une maison en pierre. Et il y a une partie d'origine qui est de 1765 qui est super bien conservée et une rallonge de 1812. À travers ce projet, ce qui était le plus intéressant, c'était l'histoire de la maison et pouvoir s'adapter en fait, trouver les techniques et des solutions pour préserver le plus possible des éléments, des vestiges et aussi s'approcher le plus possible des réalisations de l'époque parce qu'en fait à l'époque c'était des pierres, des sables, de chaux, d'argile. Ça n'existait pas de peinture acrylique, il n'y avait pas de feuilles de gypse non plus. Hein. Donc c'est sûr que la chaux c'était d'une évidence. Et techniquement, c'est aussi la meilleure manière de conserver le bâti parce que ça a une capacité de diffusion. Donc l'humidité peut migrer. C'est sain, c'est écologique et en plus c'est très beau. Pour obtenir le mur qui a 120 ans en 3 jours, on a trouvé une super technique. Donc, On était fiers de elle était très fière de nous, mais on était un peu paniqués à un moment donné. C'est vraiment le jeu des enduits, en fait, à la chaux, qui ont le grain de sable de tailles différentes. Ce qui fait qu'on passe d'un enduit qui est quand même plus grossière vers l'enduit de plus en plus fine. Et on finit, en fait, avec les badigeons peinture à la chaux. Donc c'est vraiment pour obtenir ces côtés enveloppants, doux. Le fameux mur en colombage
qui est finalement vraiment unique en son genre parce qu'il y a très peu de murs en Amérique du Nord qui ont été conservés de la sorte. C'est une technique ancienne de la Nouvelle-France et on voit aussi les traces ici au niveau du bois où il y a eu des incendies et donc ils gardent la trace du passé. Et nous, on a eu le défi de restaurer tant les enduits que les badigeons. La chose qu'il faut comprendre, c'est du calcaire, c'est de la pierre, que, pour le dire très très simplement, qu'on a liquidifié par la cuisson, etc. Et que quand on la pose sur le mur, elle redevient pierre. Selon la granulométrie puis le rendu qu'on veut avoir, on va utiliser des truelles, des platoirs, des spatules de différentes tailles et de différentes formes aussi. Puis dans les badigeons, habituellement, on va utiliser des brosses à badigeons et la pose de la chaux se fait en coupe croisée. Quand on parle de projets de patrimoine, en fait, souvent on parle de préserver certains éléments, de les mettre en valeur. Donc, tu vois, ici, en fait, on a une pierre et le client voulait vraiment qu'on voit la coupe de la pierre. Donc, notre mandat est de mettre en valeur pour qu'on voit à l'époque comment on coupait la pierre. On devient un peu comme des gardiens d'histoire, parce qu'en restaurant en fait cette maison de telle façon, elle va tenir très 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 longtemps. Alors, je peux aller chercher un dernier si vous souhaitez entendre Ferblanterie, euh, qui est avec Pascal Grenier, un autre de nos membres. Qui est reproduction de ferme. Je m'appelle Pascal Grenier, je suis ferblantier patrimonial. Mon métier consiste en tout ce qui est reproduction de ferblanterie, de la tôle, du cuivre, cuivre étamé ou acier inoxydable étamé. C'est reproduire soit tous les ornements, corniches ou dans les mansardes installer de l'ardoise. Le projet ici, c'est les appartements des Iris. C'est un bâtiment qui appartient à la Ville de Montréal. Il y a un contracteur que je connais qui m'a appelé pour refaire les mansardes, autant les boiseries, la ferblanterie que l'ardoise. Là, on est en train vraiment de finaliser le projet avec la coupole de la tourelle. Ici, le défi, ça a été surtout d'être en collaboration avec tous les métiers qui travaillent à l'extérieur, que ce soit le maçon ou l'ébéniste. En même temps, la structure était très endommagée. Il manquait beaucoup de pièces aussi. Il a fallu faire certaines recherches avec des vieilles photos. Il y a des fois qu'on n'a aucune documentation, donc on essaye d'aller avec l'âge de la maison, avec le style du quartier un peu. Il faut soumettre des plans puis des dessins à la Ville de Montréal qui, eux, vont approuver ou nous dire de faire ça différemment. On installe l'ardoise parce que majoritairement, dans tous les toits d'ardoise, il y a de la ferblanterie à faire. Que ce soit les gouttières, que ce soit les nous, tous les larmiers, les dessus de lucarne, ou souvent il y a même des corniches architecturales. C'est pour ça que c'est les ferblantiers généralement qui vont installer de l'ardoise. L'avantage d'un toit d'ardoise, c'est que c'est une pierre, ça le dit, donc ça dure extrêmement longtemps. Minimum, c'est au moins 75 ans avec un toit d'ardoise. On peut faire des designs avec l'ardoise, soit ça soit triangulaire ou en écaille de poisson ou en losange. Encore là, on essaye de respecter ce qu'il y avait là à l'origine. Le métier de ferblantier artisanal s'est perdu environ dans les années 50. La génération, dans les années 50, n'a pas transmis son savoir au nouveau ferblantier parce que ça se faisait plus. Puis c'est pas un métier que tu apprends à l'école. De plus en plus de monde commence à faire du durable. Je pense qu'il commence à être tanné un peu du jetable. Les vieilles méthodes ont fait leurs preuves. Là. On refait des mansardes des fois qui ont 100 ans, 125 ans. Mes enfants, mes petits-enfants vont passer, puis ils vont pouvoir dire « Hey, c'est mon grand-père qui a fait ça. » là. Donc, ça laisse un peu une trace en quelque part de ton passage sur Terre.
Donc voilà, j'ai mis, donc, me suis parrain, la capsule Ferblanterie. Je pense que les artisans, c'est vraiment les meilleurs pour parler à quel point leur métier est important. Puis on le voit à travers les vidéos, ça transparaît, là, les techniques, la passion aussi de leur métier. Puis on essaie avec ce genre de vidéos-là de convaincre aussi la jeune génération que c'est des métiers qui sont encore faisables, mais c'est vrai que c'est un parcours du combattant parfois pour réussir à devenir un artisan professionnel de ce calibre-là. Mais on travaille fort sur essayer d'avoir quand même une relève dans ces métiers-là. Donc, j'espère que vous avez apprécié ces petits extraits de capsules et ma présentation. Moi, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous parler aujourd'hui, mais j'ai envie de vous entendre si vous avez des questions, si vous avez d'autres éléments que vous aimeriez échanger. Je reste évidemment avec vous. Parfait. Ben, pour commencer, Catherine, il y avait une question dans le chat. Oui, Alors, il y a M. Lapointe qui nous demande, avant de donner le nom d'un artisan au Conseil des métiers d'art, on est mieux d'avoir l'accord de l'artisan avant. oui, mais en fait, effectivement, il faut que l'artisan fasse quand même une démarche, là. Il doit remplir un formulaire avec la description de son métier, de sa pratique, de son entreprise et tout ça. Donc, il y a comme une démarche à faire. Mais si jamais vous avez des gens et vous avez leur contact, moi, je peux quand même aussi les approcher pour offrir de l'appui à l'interne. Nous, on a aussi une personne responsable de tout le membrariat qui accompagne les gens qui souhaitent devenir membres puis qui les aide dans le processus. Donc, vous pouvez aussi nous référer des personnes, puis nous, on peut faire ensuite le pont. Parfait. Merci. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre dans le chat. Si vous voulez poser une question, Oui, je moi dirais, j'aurais une question. Oui, j'aimerais en allez-y, poser monsieur. une. J'aimerais savoir, d'abord, j'ai trouvé ça très intéressant, les capsules vidéo, parce que souvent, effectivement, on n'a pas d'idée de tout ce qu'il y a derrière un métier et la qualité de ce travail-là. Et quelle est la diffusion actuellement de ces capsules vidéo qui devraient être dans toutes les écoles? Mais c'est une excellente question. Euh, hum, En fait, on travaille avec le ministère de la Culture pour essayer de trouver une manière de pouvoir les diffuser à plus grande échelle, là. Nous, pour l'instant, on les a diffusés sur nos propres réseaux. Je les utilise quand je suis en représentation un peu partout. Mais effectivement, les écoles primaire et secondaire, ce serait éventuellement une clientèle qu'il faudrait viser parce qu'on se rend compte que ça doit commencer jeune, en fait, l'amour de notre patrimoine puis de nos métiers. Puis donc, c'est dans notre mire, mais on n'a pas encore de. Si vous avez des gens à qui me référer pour rentrer dans les écoles, je serais bien, je serais bien Ben, preneuse. on va réfléchir à ça. Mais oui, Excellent. Noémie. On a Noémie qui a levé la main. Merci Catherine. Ben, tu vois, je l'avais déjà vu, effectivement, ta présentation, mais j'ai encore appris des choses parce qu'on n'accroche jamais sur les mêmes éléments. Les capsules sont magnifiques. Moi, j'avais jamais vu celle à la show. Est-ce qu'il y en a des nouvelles qui s'en viennent ou est-ce que Non, pour celle-là était l'instant, jamais c'était, faite? en OK. fond, le projet, ben, peut-être que la dernière fois qu'on s'est vu, j'avais pas terminé de faire la diffusion, mais là, toutes les 12 capsules de la série Expertise d'ici sont disponibles. Je pourrais les mettre le lien dans le chat. Ils sont toutes disponibles maintenant, là, les 12 nouvelles capsules de l'année. On les a tournées l'an passé, en fait. Fait que ça doit faire c'est ça, à peu près un an et demi que c'est sur la table comme projet. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles capsules, mais on est encore une fois en discussion avec le ministère pour renouveler un peu cette série-là. Bien que là, il y a quand même une série qui est passée à la télé, là, pas Gardien du patrimoine, mais Bien bâti, dans Oui. lequel Puis il y a Gardien du beaucoup patrimoine qui s'en et vient là. Gardien du patrimoine s'en vient aussi. Mhm. J'ai été interviewée dans ce cadre-là pour parler des artisans. Fait que c'est bien qu'il y ait plus d'initiatives grand public aussi qui vont être à la télévision, autre que de la web série, là. Je pense qu'on n'en manquera pas de sujets là, de discussion sur ces éléments-là. La PMAC a été dans Bien bâti aussi, non? Pas nécessairement. Non, non, non. On n'a pas Euh, été, on a été consultant au début, là, en tout ouais. début, là, mais on n'a pas été dans la série en tant que telle. Puis en fait, je me demandais comment vous y arrivez parce que vous n'êtes pas une super grosse équipe. Puis, sérieusement, il me semble que vous faites vraiment beaucoup de projets. Fait que c'est peut-être pas tant une question que des félicitations ou tu ne Mais dors écoute, pas. Je sais pas. c'est ça, je dors pas beaucoup, mais l'an passé, on était deux là, quand même. Ouais. Donc, avec France Girard, elle faisait vraiment le volet formation avec toute la EC. Puis, ça permettait que je puisse faire le volet mise en valeur avec la web série, puis toutes nos représentations. Mais là, c'est effectivement cette année, si vous allez sur le Conseil des métiers d'art, vous verrez qu'il n'y a pas vraiment de formation à l'honneur cette année parce que je suis toute seule. Donc, c'est pas
pas facile de pouvoir se diviser me cloner n'est pas possible encore. Donc, c'est comme, on n'a pas les ressources pour l'instant d'avoir une deuxième personne pour m'appuyer. Donc, j'ai pas de nouveaux projets de web-série sur la table un peu pour ça aussi. Mais voilà. Puis on travaille fort à relancer l'AEC, comme peut-être certains d'entre vous, vous étiez plus là, mais l'année dernière, à l'automne, en fait, 2024, les cégeps un peu partout au Québec ont vraiment eu des coupures importantes en termes de budget pour la formation continue. Et ça touchait toutes les AEC. Et donc, notre AEC, là, en 25-26, ne peut pas se donner dans les cégeps parce que les budgets ont été coupés au niveau provincial. Donc, c'est assez dramatique, compte tenu que c'est la seule formation et qu'elle est toute jeune aussi, là, qui a été développée là, pour les artisans professionnels du bâtiment. Donc, on essaie de trouver des solutions. Moi, je travaille actuellement sur deux formations intéressantes sur lesquelles on va se déplacer en région. Donc, une au Saguenay pour faire vraiment une formation, un extrait, je dirais, de l'AEC, mais en 2 semaines sur les techniques de restauration des portes et fenêtres. Donc, on va se déplacer en 2026 pour ça au Saguenay pour former des gens qui sont dans les industries forestières, dans les ébénisteries là-bas, dans les ateliers pour vraiment travailler en patrimoine bâti. Puis, on va se déplacer aussi à Gaspé à l'automne prochain pour, encore une fois, répondre à un besoin sur la question d'entretien des portes et fenêtres. On a une petite formation avec Vincent Mador que vous avez vu dans la vidéo. Qu'on est allé On voir a... cet été. Ouais, oui, c'est vrai, il était Mhm. là aussi. Mhm. Vous êtes allé à son On atelier? est Ben allé oui, à son atelier. mais Vincent, il est super généreux. Puis il est super compétent. Donc, on est super content de pouvoir travailler avec lui. Puis on va sur la route, on se déplace à faire des ateliers pour les propriétaires et justement pour mieux connaître comment entretenir leurs portes et fenêtres en bois, sur les techniques, mais aussi sur les finitions. C'est pour Merci. 2026, pour 2025, c'est pas mal, c'est les formations qu'on va pouvoir offrir, mais comme je suis toute seule, on n'a pas d'autres sur la table. Excellent. Dans le chat, il y a Mme Girard qui nous demande ai-je bien compris que vous avez un répertoire des artisans qu'on peut consulter sur votre site Absolument. Internet? Mais oui, En effet, j'ai mis le lien dans les conversations du chat là, pour ceux qui oui, voudraient aller jeter un coup d'œil. J'ai mis le lien. J'en profite pour vous rappeler que l'APMAC est aussi en train de faire un bottin qui va contenir les ressources du Conseil des métiers d'art, mais aussi d'autres ressources. Donc, oui. les membres vont pouvoir consulter ce bottin-là. Mais Catherine, si tu veux plugger ton répertoire, tu as encore la Oui. chance de le faire. Vas-y. Mais bien sûr, ben, comme je vous disais dans la présentation, oui, en fait, nous, comme organisation de représentation pour les artisans, on a un bottin accessible en ligne de tous nos membres. Je peux même partager mon écran, je l'ai d'ouvert, là, je peux vous montrer rapidement comment ça se présente. Donc, sur le site du Conseil des métiers d'art, euh, vous avez la section membrariat. Dans membrariat, vous avez le répertoire des artisans, artisanes. Et là, dans cette section-ci, comme je disais, il y a une petite case architecture patrimoine. Et vous pouvez chercher selon les métiers. On représente énormément de métiers, évidemment, mais vous pouvez quand même aller chercher, par exemple, ébéniste, parce que je sais que beaucoup d'entre vous avez des besoins en ébénisterie. Et là, vous allez avoir accès aux fiches des gens, des ébénistes qui sont reconnus métiers d'art chez nous. Louis Belland, entre autres, enseigne dans l'AEC et a aussi fait mes fenêtres traditionnelles doubles à la maison. Euh, et donc, vous pouvez chercher selon les matières, si vous préférez bois, par région aussi, si vous êtes curieux de voir qui, a près de chez, qui est près de chez vous. Donc, c'est notre répertoire en ligne. Excellent. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat pour l'instant. Si vous pouvez tout de même poser une question de vive voix là, si vous le souhaitez. Pas de questions pour l'instant. Mais n'hésitez pas de toute façon, là, si vous avez des questions pour Madame, il n'y a pas de problème, vous pouvez écrire directement au Conseil des métiers d'art. Euh, Merci beaucoup à tous d'avoir participé à la présentation de Madame et surtout, n'hésitez pas à aller voir nos deux sites web, donc celui du Conseil des métiers d'art, mais bien sûr celui de la PMAC aussi. Si vous n'êtes pas encore membre, ça vaut le coup, ça vous donne beaucoup d'avantages.
Et bien sûr, tenez-vous informés des prochains événements parce qu'on n'aura pas fini d'en faire des rendez-vous du dimanche comme ça. Ça a un certain succès. Bon, on n'arrêtera pas d'en faire pour l'instant. Merci beaucoup. Merci. Je mets mon courriel dans le chat si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis c'est aussi sur la page web du conseil. Très intéressant. Merci. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Bonne fin de journée. Bonne À journée, tout le bientôt. Bye tout le monde. monde. Merci beaucoup.